Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé? C'est notamment en agissant à notre niveau de parents quand la réglementation ne protège pas efficacement nos enfants. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter certains manques de la réglementation sur les substances chimiques et les leçons qu'on peut en tirer en tant que parents. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Guillaume. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la réglementation sur les substances chimiques. Comme j'habite en France, je parle ici plus particulièrement de la réglementation de l'Union européenne. Et comme cette réglementation est généralement considérée comme la plus protectrice au monde, les manques dont je vais parler devrait concerner à peu près tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une critique parmi les plus fréquentes et les plus anciennes. Le fait que l'évaluation des risques des substances chimiques, l'évaluation requise par la réglementation, eh bien elle se fait généralement substance par substance, c'est-à-dire en les considérant de manière individuelle, un peu comme si les autres n'existaient pas. Pourtant, vous le savez, nous sommes tous exposés à un mélange de nombreuses substances, et comme le montrent par exemple les mesures faites dans l'air, dans les aliments, dans les poussières domestiques, dans les émissions des produits de consommation courante, ou encore plus simplement dans notre corps. Je vous renvoie ici à la série de vidéos faites sur la biosurveillance en Europe. Et ainsi, selon Laurence Huck et Robert Barouki, nous sommes exposés quotidiennement à des milliers, voire à des dizaines de milliers de substances. Or, la réglementation s'obstine à les considérer les unes indépendamment des autres. La réglementation repose notamment sur le principe général qu'il existe, a priori, pour la plupart des substances non cancérigènes génotoxiques, un seuil en dessous duquel aucun risque préoccupant n'est attendu, une sorte de seuil d'innocuité. En elle-même, cette hypothèse fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour revenir à ces seuils, en général, ils sont élaborés pour une substance et un type d'effet sanitaire. Et donc logiquement, en se basant sur ces seuils, les décisions réglementaires se font substance par substance, et avec chaque substance considérée indépendamment des autres. Et en plus, comme il y a aussi des réglementations spécifiques à certains produits, comme les pesticides, les cosmétiques ou les jouets, on peut avoir des évaluations encore plus restreintes, centrées sur la quantité de substances uniquement présentes dans le produit étudié, un peu comme si la substance n'était pas présente ailleurs. Pourtant, ce qu'on observe le plus souvent, lorsque des substances ont un mode d'action et une même cible dans le corps, c'est un cumul de leur contribution à une potentielle apparition d'un effet sanitaire, une additivité où chaque substance participe à hauteur de sa dose et de son potentiel de toxicité. Et ainsi, une réglementation basée sur des seuils individuels va pouvoir considérer comme non préoccupante l'exposition à un mélange de substances, même nombreuses, tant que chacune reste à une dose inférieure à son propre seuil individuel. Selon une image évoquée par Rémi Slama, ce serait un peu comme un tas de sable dont on considérerait qu'il ne pèse rien si ses grains sont suffisamment petits. Pourtant, de nombreuses substances à faible dose peuvent conduire à un risque aussi élevé qu'une seule substance à plus forte dose. Ou dit autrement, il y a des tas de sable qui sont aussi lourds que des pierres. Andreas Kortenkamp, qui est un des scientifiques les plus reconnus sur les effets des mélanges de substances, a récemment donné un séminaire au Collège de France. Il y a présenté une expérience que j'ai trouvée assez parlante, assez imagée, pour donner une idée d'à quel point les risques peuvent être sous-estimés si on ne tient pas compte des mélanges. Donc ici sur ce graphique, chaque point bleu représente un individu, et pour chacun d'entre eux, certaines substances ont été mesurées dans des échantillons d'urine. La ligne rouge verticale représente un seuil d'innocuité, donc la zone rouge à droite, c'est la zone de préoccupation, c'est la zone à éviter. Et ce graphique initial montre que c'est bien le cas pour une exposition à une substance, ici un phtalate. Et voilà ce que l'expérience a donné lorsque le nombre de substances considérées a augmenté. Une substance, deux substances, trois substances, 4, 5, 6, 7, 9. Voilà, donc dans cette expérience, avec moins de 10 substances, tous les participants ont pu se retrouver dans la zone rouge. Et plus généralement, selon Andreas Kortenkamp, dans la réglementation européenne, il n'y a pas de protection contre les risques liés au mélange de substances. Les évaluations de risques monosubstances sous-estiment massivement les risques. Ces éléments suggèrent, une fois de plus, que la réglementation actuelle apporte un niveau de protection insuffisant pour la population générale et plus particulièrement pour les populations sensibles comme les enfants. En attendant une potentielle évolution du cadre réglementaire, je vous invite donc à augmenter vous-même le niveau de protection de vos enfants contre les mélanges de substances préoccupantes. Cela peut passer par une certaine sobriété chimique, par exemple en utilisant moins de produits et des produits à la composition plus simple. Vous pouvez aussi le faire en appliquant des bonnes pratiques de santé environnementale à votre niveau de parent, et je vise à me faire le relais auprès de vous d'un maximum d'entre elles. Voilà pour ces éléments qui visent à nourrir nos réflexions de parents verts et prudents. Si vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher
pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces éléments, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui agissent à leur niveau pour réduire les expositions de leurs enfants au mélange de substances. À bientôt.